Bonjour, dans cet exercice, on va s'intéresser au mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique, dans une situation un peu spécifique. Donc on va considérer que la particule arrive avec une vitesse v0 selon l'axe y, que la particule a une charge positive et que le champ magnétique est perpendiculaire au plan de la feuille. Et ce qui sera un petit peu particulier dans la suite de l'exercice, c'est qu'on va s'intéresser à une inhomogénéité du champ magnétique. Donc le champ magnétique aura deux valeurs distinctes selon qu'on est dans les Y positifs. Donc si on est dans les Y positifs, le champ magnétique sera un peu plus intense que si on est dans les Y négatifs. Et à partir de là, on va essayer de déterminer le mouvement de la particule dans ce champ magnétique qui n'est pas homogène. Et en particulier, on va essayer de montrer qu'il y a une vitesse de dérive selon la direction de x. Alors avant cela, on peut peut-être faire quelques rappels sur les mouvements de particules chargées dans un champ magnétique supposé uniforme et constant, j'aurais pu dire, donc uniforme et constant. Donc je commence d'abord par le cas d'un champ uniforme et constant. Alors, on peut commencer par appliquer le théorème de l'énergie cinétique en supposant que seule la force magnétique est présente. Donc on écrira que d de EC sur dt, eh bien c'est égal à la puissance des forces, qui ici se limite à la puissance de la force magnétique. Et la puissance de la force magnétique, c'est simplement la force magnétique la partie magnétique de la force de Lorentz, pardon, scalaire la vitesse. On est ici en présence d'un produit mixte dont deux vecteurs sont identiques, donc le produit mixte est forcément nul. Une autre façon de voir ceci, c'est que cette grandeur-là, v vectoriel b, on voit forcément dans une direction qui est perpendiculaire à v, et vu qu'ensuite on fait scalaire v, ça fait forcément 0. Donc de ceci, et vous voyez, la seule hypothèse, on n'a pas vraiment besoin d'avoir des propriétés particulières sur les directions de v et b, il faut simplement que en fait, on n'a pas besoin de ce cas particulier. Donc, il faut simplement, en fait, le seul cas, c'est que si on avait un B qui dépendait du temps, on pourrait avoir un champ électrique qui apparaît, mais à partir du moment où le champ magnétique ne dépend pas du temps, même s'il n'est pas homogène, le résultat qui est là est valable. Et donc, on en déduit que l'énergie cinétique de la particule est préservée durant le mouvement. Et donc, on en déduit que le mouvement se fait avec une norme de vitesse V0 qui est fixé, d'accord, pour le reste pour toute la trajectoire. Voilà, donc ça c'est le premier résultat. Ensuite, on peut montrer que si le vecteur vitesse est perpendiculaire au champ magnétique, alors le mouvement, enfin si le vecteur vitesse initial pardon, est perpendiculaire au champ magnétique, alors le mouvement va se faire dans un plan et le mouvement sera un cercle. Donc là c'est un petit peu long, il faut vraiment écrire toutes les équations différentielles et montrer qu'on a une trajectoire circulaire. Donc je vais admettre ce résultat, mais si on admet ce résultat, qui est souvent le cadre du programme, on peut alors assez facilement trouver une relation entre les différents paramètres du problème. C'est ce que je vais faire maintenant. Donc si dans ce cas-là, en supposant que seule la force magnétique est présente, j'écris simplement MA égale la force magnétique, QV vectoriel B, et je me contente d'écrire ceci en norme. Donc je dis que les vecteurs sont égaux et donc en particulier les normes sont égales. Donc ceci entraîne, on a m. Si on a un mouvement circulaire, eh bien la norme de l'accélération c'est juste v qui est constant, donc qui vaut v0 carré sur le rayon de la trajectoire dont on a admis qu'elle était circulaire. Et de l'autre côté, si on prend la charge positive, bon ben, q reste q. Et ensuite, vu que v et b sont perpendiculaires, alors le produit vectoriel en norme c'est simplement la norme de chacun des vecteurs, c'est-à-dire v0b. Et on obtient un résultat assez classique qui dit qu'en fait que mv0 c'est égal à qb fois r. En toute rigueur valeur absolue de q, mais dans le cas présent la charge est positive. Alors on peut aussi se souvenir, si on veut différemment, pour le retrouver plus rapidement, on peut aussi se rappeler, mais ça revient au même, que la pulsation cyclotron c'est juste qb sur m. Et on peut donc ainsi également retrouver ce résultat. J'y reviendrai tout à l'heure, mais on peut retrouver ce résultat comme ceci également. C'est une façon de se souvenir de ce résultat qui est ici. Voilà, donc ça c'est le résultat qu'on va utiliser. Simplement, on va décomposer en deux parties. Donc après ces rappels étant faits, on a juste besoin de ça pour la suite, pour pouvoir conclure. Alors ce qui va se passer, ben, simplement, vu que la masse ne va pas changer, la vitesse ne va pas changer, comme on l'a expliqué. Hein. Là, on n'a pas besoin que B soit uniforme. La charge ne va pas changer.
Et donc simplement, quand B va changer, ben, c'est le rayon qui va changer. Et donc vu qu'on a deux domaines avec deux valeurs de B, on va avoir la trajectoire qui ne se fait pas sur un cercle, mais entre guillemets deux demi-cercles avec des rayons différents. Donc en gros, j'ai représenté ça ici. La particule, alors pour le sens du mouvement, on fait simplement le QV, d'accord, avec positif, vectoriel B, et donc on a le mouvement qui apparaît avec la règle des trois droits, d'accord. On a donc QV vectoriel B, et on montre dans ce cas-là que V étant selon UY et B selon UZ, on a bien sûr l'accélération qui se fait selon UX, et donc là, le sens de rotation comme ceci. Et donc dans la partie supérieure, vu que le champ magnétique est plus grand, bah, le rayon va être plus petit, et dans la partie inférieure, là où le champ magnétique est plus grand, le rayon va être, le champ magnétique est plus petit, le rayon va être plus grand. D'accord. Donc finalement, on voit qu'on va avoir ici, on peut identifier au bout d'un tour entre guillemets, je dis tour entre guillemets parce que c'est pas un vrai cercle. Donc la particule fait comme ceci, un demi-cercle. Elle se déplace de 2r plus selon x et ensuite de 2r moins selon x. Et donc au final, on voit bien qu'on va avoir un déplacement résultant, d'accord, ici, qui va correspondre à un certain delta x, d'accord. Et donc ce delta x que je vais calculer ici, delta x, eh bien, ce sera en fait deux facteurs de r plus moins r moins. Et bien simplement, je me contente d'appliquer les formules qui sont là. Avec R, c'est mv sur qb. Et simplement, j'aurai deux valeurs. Donc j'aurai 2 facteurs de mv0 sur q. Et dans le premier cas, j'écris b0 plus delta b. Et dans le second cas, ben, j'écris moins mv0 sur qb0. Ensuite, on factorise tout ce qui est possible de factoriser immédiatement. Donc 2mv0 sur Q, et on met ensuite au même dénominateur, on aura B0 facteur de B0 plus delta B. Et si on retravaille le numérateur, ici on aura B0 moins delta B, donc il restera un moins delta B. J'ai réécrit le résultat ici, mais on a bien le résultat qui est ici, qui donne le déplacement, donc qui est négatif, parce qu'on voit bien qu'on va partir sur les x négatifs. Donc on va faire, en fait, la particule va faire une série de demi-cercle, d'accord. Après, ça continue pareil, mais c'est toujours la même chose qui se produit, d'accord. Et la particule part finalement comme ceci, d'accord. La vitesse de dérive se produit comme ceci parce que vous reproduisez la coquille ici, comme ça, enfin l'enroulement comme ceci, vous la reproduisez infiniment si le champ magnétique est invariant, par contre, selon x. Donc voilà le déplacement selon x. Maintenant qu'on a le déplacement selon x, il faut simplement se demander en combien de temps ce mouvement se produit. La concorde, ce n'est pas très compliqué parce qu'il faut simplement déterminer la période de chacun des demi-tours et on va reprendre à nouveau ce résultat-là, mv0 égale qbr. Donc pour la durée de déplacement, eh bien, la durée delta t du déplacement, c'est la durée du demi-tour supérieur plus la durée du demi-tour inférieur. Alors pour le demi-tour supérieur, on va parcourir le demi-périmètre, c'est-à-dire pi r plus, d'accord, et on va le parcourir à la vitesse v0, parce que c'est bien la vitesse de la particule. Donc on va parcourir une distance pi r plus à la vitesse v0, et on va parcourir le demi-cercle dans la partie négative, qui a un périmètre, un demi-périmètre de pi r-, et on va toujours le parcourir à la vitesse v0. Et ensuite, simplement, il faut remplacer rv0, qu'on reprend la formule ici, ça fait m sur qb, simplement, il y aura deux valeurs différentes de b. Donc, ça fait pi facteur, donc, si je reprends un instant, pardon, donc on fait du r sur v0, c'est m sur qb, d'accord, donc ça fera m sur q dans la partie supérieure, b0 plus delta b, et dans la partie inférieure, c'est avec un plus, parce que là on somme les sommes des temps, d'accord, les temps, et donc m sur q b0. On factorise un temps ce qu'on peut, donc on peut factoriser par pi m sur q, et maintenant on met au même dénominateur, donc on aura 2b0 plus delta b sur
B0 plus delta B, B0. Donc voilà pour le résultat qui est ici. Bon, je l'ai repris ici, mais c'est le même résultat. Voilà, et donc maintenant on a tous les éléments pour terminer. On va simplement dire que, eh bien, en une durée delta t qui est ici, on parcourt selon x la distance, enfin, en norme, le terme là, et le signe indiquant le sens. Et donc on a une vitesse de dérive qui sera selon ux et qui est simplement le delta x sur delta t. Bon, on peut tout recopier et on va barrer tout ce qui est entre guillemets en trop. Q B0 plus delta B sur B0 fois Q B0 B0 plus delta B sur pi m facteur de 2B0 plus delta B. Voilà, donc après on peut faire quelques simplifications. La charge Q se simplifie avec la charge Q. Le B0 qui est ici se simplifie avec le B0. Le M qui est ici se simplifie avec le M. Et je rajoute quand même le vecteur UX. Et finalement, si je fais en compte toutes les simplifications, je dois arriver que VD, il me reste donc un moins 2 sur pi, ça c'est juste une valeur numérique. V0 qui est encore présent, donc j'ai ça qui est présent, ça qui est présent, ça j'ai compté. Et ensuite, en termes de champ magnétique, j'ai aussi une autre simplification que j'ai loupée, j'ai ça qui saute avec ça. Et finalement, il me reste du delta B sur 2B0 plus delta B, et le tout étant selon UX. Voilà. Donc on va commenter un tout petit peu le résultat, mais voilà la vitesse de dérive, d'accord, qui apparaît. Donc on voit bien que c'est bien homogène, on voit bien qu'on a ici on a un facteur numérique, on a un rapport de champ magnétique et on a la vitesse V0 de départ. On note également que si delta B vaut 0, s'il n'y a pas d'inhomogénéité, on retrouve le cercle et il n'y a pas de vitesse de dérive. Et éventuellement, dans un cas réaliste où delta B est sûrement petit devant B0, on a éventuellement une formule approchée qu'on peut écrire qui est linéaire en delta B. Dans le cas où delta B est très petit devant B0 et qu'on se limite à l'ordre le plus bas, on aura simplement... donc le 2 va disparaître, on enlève le delta B ici, le 2 disparaît, ça fait moins V0 sur pi delta B sur B0, éventuellement, hein, si on veut une formule simplifiée. Dans ce cas-là, on aurait un effet qui est linéaire, donc bien évidemment, enfin, si delta B est petit devant B0, on a une vitesse de dérive qui est faible devant la vitesse initiale. Voilà. Mais pour conclure en fait sur cet exercice, c'était juste pour montrer un petit peu l'efficacité de cette relation-là. D'accord ? Je peux redire un mot ici, mais ça c'est simplement le fait qu'on a 2pi sur t égale qb sur m. C'est l'autre variante. Et ensuite, la période c'est 2πr sur v, donc on peut facilement retrouver la formule comme ça aussi. Mais la puissance, disons, de ce résultat, mv égale qpr, d'accord ? Dans le cas, bien sûr, hein, où on a la trajectoire circulaire, d'accord ? Mais dans ce cas-là, il suffit souvent d'appliquer cette formule-là, et avec cette formule-là, on peut faire pas mal de choses, en fait. Donc, voilà. À défaut de tout résoudre, cette formule-là, pour les mouvements de particules dans les champs magnétiques, peut être quand même assez efficace. Et puis, bien sûr, ça va montrer assez rapidement que la norme de la vitesse ne changera pas. Au-delà du détail de cet exercice. Voilà, je vous remercie.